Bonjour à tous, merci d'avoir écouté patiemment la keynote d'Arthur. Je remercie Grégoire d'avoir enfilé la marinière parce que Arthur, tout jeune papa, je pense, était préoccupé avec les couches et tout et donc a oublié. Donc au moins ça nous permet d'avoir la marinière représentée. Je suis Edouard, je suis un des nombreux cofondateurs de Penny Lane et j'ai la chance d'être avec Grégoire. Grégoire, peut-être est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, donc Grégoire Bisson, je suis le directeur général de BDO France. Je suis également membre du directoire. Dans mes fonctions de direction générale, j'ai en charge tout le département IT que j'accompagne. Et je me charge aussi d'accompagner l'ensemble de nos 50 bureaux sur le territoire français pour qu'ils délivrent, un, la stratégie du groupe et deux, la stratégie métier. Voilà. Donc plutôt, je suis juste plutôt un homme de terrain, expert comptable à l'origine, qui a mal tourné. Et donc il y a un an, on avait pris la parole à Comptatech, à Station F. Là, vous veniez de prendre la décision de migrer sur Penny Lane, de migrer 12 000 de vos entreprises. Un an plus tard, on s'est dit, certains nous ont dit, mais pourquoi vous faites revenir la même personne? Mais beaucoup de gens nous ont dit, mais on serait curieux d'entendre ce qui s'est passé après, en fait, une fois que la migration a eu lieu. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur ce qui s'est passé depuis juin dernier? Je sais pas les chiffres, quoi, combien de clients, combien de collaborateurs, comment s'est passée la migration, les catastrophes, les trucs qui se sont bien passés. Ouais, on s'était dit pas de code, hein. Voilà, donc on va être transparent. Pour rappeler un petit peu chez nous le processus de migration, il s'est passé en 2 temps. Il s'est passé dans un premier temps qui était le mois de juillet et d'août où on a migré l'ensemble de nos dossiers sur lesquels il n'y avait pas d'intervention durant l'année, donc les dossiers BNC et SCI essentiellement. Voilà. Et un second temps qui s'est passé entre le mois de septembre et décembre, où là, par vague, on a migré l'ensemble de nos bureaux. Donc le processus était assez simple. Nos collaborateurs partaient en formation. On avait une équipe dédiée qui migrait. Nos collaborateurs revenaient et ils avaient leur portefeuille migré et ils rentraient directement sur l'outil. Voilà. On avait fait le choix de faire une migration extrêmement courte, ce que j'appelle l'opération Sparadrap, pour qu'on oublie un peu les vieux codes, puisque les équipes se rattachent toujours à l'ancien outil qui est plus fonctionnel sur certains aspects, mais certainement moins tourné vers l'avenir. Donc nous, en tout cas, notre choix était d'avoir un phénomène d'accélération dans la migration. C'est pour ça qu'on l'a fait en 3 mois. Et ça s'est plutôt bien passé. On ne regrette pas ce choix-là. Et peut-être c'était combien de collaborateurs? Alors, effectivement, on a à peu près 20 000 dossiers sur BDO France. On a passé 12 000 dossiers. Collaborateurs, à peu près 900 collaborateurs en tout. Mais attention, il y a une partie de dossiers qu'on n'avait pas passé parce que Penny Lane ne répondait pas encore aux fonctionnalités, notamment les sujets d'intégration fiscale, les associations, et puis une typologie de dossiers qui était plutôt ce qu'on appelle chez nous les grands comptes, qu'on n'avait pas encore migré. Voilà. Ok. Et on s'est tous les deux dit on est cash parce que les retours d'expérience où on dit que tout va bien, c'est parfois pas très intéressant, mais ça fait un peu plus de 6 mois, enfin un peu plus de 6 mois de recul avec des collabs qui utilisent Penny Lane tous les jours et des clients aussi. C'est quoi les surprises en plus, les surprises en moins que tu as eues par rapport à il y a 1 an au moment où tu décidais de lancer le projet? Alors déjà, ce que j'avais dit il y a 1 an, c'est que quand on a commencé à travailler ensemble, vous avez toujours respecté votre roadmap et ça a été le cas aussi pendant tout le processus, hein. Donc ça, c'est la première chose que je tiens à souligner, c'est qu'on est plutôt dans un contrat de confiance réciproque. Donc je suis très à l'aise pour être devant vous là aujourd'hui, hein. Le deuxième sujet sur la migration. Globalement, la migration, on a eu un certain nombre de déboires. Si je donne des exemples sur des IMO qui étaient mal migrés, mais à la rigueur, c'est nous qui avons été mal organisés sur ce schéma-là, des emprunts qui étaient mal migrés. Et là, en fait, vous avez apporté des réponses par des patchs qui ont été corrigés. Le vrai autre sujet qu'on a eu, c'est pas tant dans le cadre de la migration, c'est le post-migration et la prise en main. Parce qu'autant l'outil est extrêmement efficace en termes de production comptable du quotidien, et on peut estimer des gains de productivité de 20%, autant, alors plutôt la population de managers a quand même beaucoup souffert parce qu'on a complètement cassé les codes. Déjà sur les arrêtés, on se retrouve avec une liasse fiscale qui n'est pas forcément tout à fait optimisée, mais ce qui est normal, hein, je ne remets pas en cause puisque ça c'est l'âge de l'outil. Et puis un dossier de révision qui était perfectible. Et ça, c'est vrai que nos équipes, et puis les plus perfectionnés, sont un peu déboussolés par ce sujet-là. Alors moi, j'ai un parti pris, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais sur ces sujets-là, mais ça a été assez compliqué. Le deuxième sujet
qui a été compliqué, c'est pas tant la migration, parce que la migration s'est fait assez facilement. On a même récupéré d'ailleurs toutes les documentations de notre GED, les factures achat et client. Le vrai sujet, c'est le post-migration. Parce qu'en fait, on a un outil, on a entendu Arthur, qui est extrêmement complet. Et quand il faut passer à l'étape du dessus, qui est l'optimisation, bah là, on se heurte à deux choses. Déjà, la conception de l'outil, parce qu'on explique à des gens qui ont bossé pendant 20 ans, 25 ans, le grand principe de la partie loop n'existe plus, puisqu'on raisonne en transaction. Et donc ça, c'est très déstabilisant pour des gens qui ont l'habitude de passer des écritures. Et puis deuxièmement, c'est la profondeur de l'offre de l'outil. C'est-à-dire que pour véritablement le mettre en place de manière ultra efficace, il faut complètement changer le mindset des équipes. Et là, c'est très compliqué. Voilà. Nous, nos associés, dans nos bureaux, qui au départ défendaient un peu leur autonomie, demandent aujourd'hui aux directions métiers de venir mettre en place les procédures pour vraiment complètement automatiser, parce qu'on a quand même beaucoup de mal à impulser en tout cas le rythme, voilà, pour optimiser en tout cas toute la production comptable dans laquelle on s'est lancé. Est-ce que tu as vu des niveaux d'adoption différents ou des bureaux qui arrivaient plus à prendre le pli que d'autres? Et qu'est-ce qui joue selon toi pour bien adopter? Bah oui, bien évidemment, et c'est toujours pareil. Généralement, le bureau, le gars qui facture bien, qui recouvre bien, qui accompagne bien ses clients, bizarrement, il a des équipes qui vont un petit peu loin dans l'outil. Voilà. Celui qui n'est pas dans ce mood-là, effectivement, c'est un petit peu plus compliqué. Bon, alors après, est-ce qu'il y a des recettes? Ce que moi je pense, c'est qu'il y a un temps de la communication. Et puis en tant que décideur, parce que j'imagine que parmi vous, il y a plein de décideurs, c'est le temps d'appuyer sur le bouton et d'imposer les choses, parce que sinon, ça ne changera jamais. Donc nous, on a pas mal travaillé l'offre au niveau des bureaux, la formation, mais également la profondeur de l'offre Pennylen pour qu'ils soient acculturés à ça, mais on sent qu'il y a encore beaucoup de travail. Là, comme on a fini de migrer sur le premier semestre complètement avec la prise en main efficace, on a des équipes dédiées qui vont descendre dans les bureaux, on a un service d'assistance métier, pour accompagner en tout cas la transition sur l'ensemble des process et pouvoir faire des POC par bureau, parce que je crois beaucoup à l'effet d'entraînement. C'est-à-dire que quand on voit son voisin qui avance plein pot, on a envie de faire pareil. Voilà. Donc ça, c'est notre direction métier qui assume le service. Et peut-être, petite question un peu large, mais tu as des idées assez arrêtées dans nos discussions sur peu le rôle du cabinet et comment il doit, par exemple, apporter l'outil au client et comment l'utiliser conjointement avec le client. Sur peut-être le rôle du collab demain. Enfin, est-ce que tu peux nous dire un mot sur comment tu perçois la relation du cabinet avec le client et le nouveau rôle que peuvent jouer les cabinets? Ouais, moi, j'ai 3 sujets sur cette thématique. J'ai le sujet de la facturation de la techno, qui était un parti pris pour BDO. J'ai le sujet du sort du dossier de révision, parce que moi, j'ai des équipes qui j'emploie un terme qui est un peu raide, mais qui me bassinent avec le dossier de révision. Je considère que le dossier de révision, c'est quelque chose qui est totalement dépassé aujourd'hui à l'époque de la BI. Et qu'aujourd'hui, on devrait avoir des outils qui font du screening et qui vous donnent les 15 contrôles à réaliser pour pouvoir arrêter efficacement un bilan. Voilà. Et je pense qu'on peut y arriver quand même. Et ça, plus un peu d'intelligence, permettra de faire aussi un bon job plutôt que de recopier du grand livre dans des dossiers de révision qui, parfois, ne sont pas super efficaces. Après, l'autre sujet dont on parle souvent, qui est le sujet de liasse fiscale, ce que je pense, il y a quelques semaines a été annoncé par Bercy la disparition de 80% des CERFA. Donc j'imagine que les sujets de liasse fiscale, en tout cas pour les professionnels, ne vont bientôt plus être un sujet. Donc par définition, moi, je ne m'attache pas vraiment à ces sujets-là, donc c'est ce que je dis aux équipes. Voilà. Alors il l'accepte ou il l'accepte pas, mais je pense qu'il faut avancer avec son temps et on voit bien qu'en l'espace de 2 ans, les lignes ont quand même vraiment bougé, quoi. Et juste, je reviens sur ton premier point qui est la facturation de la techno. Ouais. On est passé assez vite, mais nous-mêmes, Pennylen, on était surpris quand vous nous avez dit que vous faisiez ce choix. Donc, est-ce que tu peux nous dire concrètement comment vous facturez aux clients, comment ça a été vécu par les clients, par les équipes aussi qui devaient annoncer aux clients sans filtre? Ouais. Peut-être on va répondre au pourquoi déjà. Soit on est convaincu qu'on a un outil qui apporte de la valeur ajoutée, soit on ne l'est pas. Nous, on l'est convaincus. On a fait le choix en plus de passer plan pro intégralement sur l'ensemble de nos dossiers. On fait aussi un constat, c'est qu'on a des métiers sur lesquels les marges se dégradent fortement.
Quand on a fait le tour des coûts IT plus des coûts rémunération, globalement, on a fait le tour de 70% du coût d'un cabinet. Et donc, on voit qu'on a quand même un effet de resserrement et avec une techno qui, de toute façon, risque de toujours augmenter, si ça ne diminue pas. Donc, on a fait le choix de refacturer, quoi qu'il en soit, la techno sur une ligne distincte, de telle sorte à ce que le client il soit au courant, soit transparent, et en lui expliquant que lui, il a des hausses de matières premières, bah, nous aussi. Alors, comment on a fait? Parce que c'est là où ça se gâte un peu. On a commencé à faire des manifestations dans les régions pour parler de la facturation électronique et en présentant l'outil Pennylane avec un vrai teaser, donc en présentiel. Ça, c'était la première étape. La deuxième étape, c'est qu'on a fait des campagnes de com à nos clients pour leur expliquer que tout ça allait arriver. On a lancé la facturation au 1er janvier. Et les équipes, là pour le compte des bureaux, avaient un plan. Alors, ils se sont un peu débrouillés seuls, hein, mais ils avaient un plan de communication aux clients et d'accompagnement, information à l'outil. Très compliqué pour les équipes, mais elles ont quand même joué le jeu. On avait préparé des éléments de langage avec des profils de clients pour pouvoir répondre en tout cas aux questions. Quand on se rend compte, c'est que quand on présente tout ça au client, au final, il râle au début et après il comprend et il accepte parce que c'est pas seulement un sujet de techno et un coût cabinet, c'est également un service qu'on lui apporte parce que de toute façon, il sera obligé de passer à des technos différentes dans quelques années. Et puis, il y a vraiment du service associé, donc il le comprend. Et il y a bien évidemment des râleurs. De toute façon, on savait qu'on en perdrait dans la bataille, mais à la rigueur, c'est assumé. Et puis, moi, je reste convaincu qu'il y a deux typologies de clients qui se barrent. Il y a ceux qui véritablement partent pour le coup, et dans ce cas-là, ils ne seront jamais contributeurs à la marge chez nous. Donc, c'est pas grave. Et il y a la deuxième catégorie qui ont un truc à vous dire, ils vous le disent pas, et le tarif, c'est le moyen de prendre la tangente. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, c'est pas grave. Nous, on est resté vraiment focus sur notre stratégie de facturer la techno, ce qu'on fait sur tous les métiers d'ailleurs. Et voilà, 6 mois après, oui, on a eu un peu de casse. Mais c'est quoi la casse? Enfin, je me rends pas compte, sur 100% de clients, quel pourcentage dit OK, j'accepte de payer la techno? Combien râlent et combien disent bah non, je m'en vais Enfin, je sais pas si tu as le retour. Ouais. Alors, oui, mais ce serait erroné parce qu'en fait, il y a vraiment une forme d'inertie. Okay. Tu as ceux qui s'expriment dans l'immédiat, et puis tu as ceux voilà, qui laissent le temps courir, et puis un jour qui te disent non, ça bloque. Donc, je peux te donner un pourcentage aujourd'hui, mais il serait erroné. Tu vois, aujourd'hui, globalement, on est sur 15% de gens qui se sont manifestés, pas qui ont refusé. Hein. Ouais. Ils se sont manifestés. Ils se sont manifestés, ok. Ouais. Peut-être une dernière question. Enfin, est-ce que tu aurais un mot de la fin pour des cabinets qui s'apprêteraient à faire un choix ou s'apprêteraient à changer d'outil, quel qu'il soit? Ouais, enfin, ce que je voudrais... j'avais insisté là-dessus déjà l'année dernière, hein, c'est la culture de la transformation. Il ne faut surtout pas sous-estimer le changement profond qu'un outil comme Pennylane peut susciter. Voilà. Et je pense que ça, on l'avait un peu sous-estimé. Je pense que l'outil est le meilleur du marché, en tout cas pour répondre aux besoins de nos clients. Et si vous êtes là, c'est que vous êtes quand même conscient qu'il faut offrir à nos clients un outil qui soit orienté client plutôt qu'un outil cabinet qu'on met à la disposition de nos clients. Donc, il ne faut pas sous-estimer effectivement cette culture de la transformation. Est-ce qu'on a perdu des collaborateurs? Alors, du turnover, il y en a. Est-ce que c'est lié à Pennylane? Non. Je pense pas. Et je pense que là aussi, le sujet du turnover, généralement, celui qui te dit je pars parce qu'on change d'outil, c'est qu'il a un autre problème derrière. Voilà. Après, encore une fois, il ne faut pas minimiser. La jeune génération ont plutôt tout de suite connecté et apprécié l'outil dans le run, hein, dans le quotidien. Voilà. Les plus expérimentés, eux, ont un peu souffert au départ parce qu'avec les écritures qui se passent en automatique, c'est assez perturbant. Donc, il y avait une espèce de perte de maîtrise. Après, je pense que les équipes, elles sont aussi intelligentes. Sur d'autres métiers et d'autres outils, on a eu la même chose il y a quelques années, hein, sur la paye, avec quand même des changements profonds. Donc, je pense que les équipes s'en rendent compte. Donc, je ne pense pas qu'on perde des collaborateurs pour cette raison.
Puis après, c'est aussi une question d'accompagnement. Encore une fois, quand je leur explique qu'ils viennent se plaindre que l'alias fiscale, elle n'est pas automatisée parce que ça ne se reporte pas, je dis, bah, regarde, tout le temps que tu vas gagner, effectivement, c'est peut-être pas automatisé, mais dans 2 ans, ça se trouve, ça n'existera plus. Donc, est-ce que c'est grave? Je pense qu'il faut leur faire prendre conscience de ça aussi, partager. La culture de la transformation, ça passe par un temps d'échange, d'explication, et après, de décision. Et on y va. Après, c'est vos entités qu'il faut sauvegarder face à, 1, la concurrence, à 2, les pertes de marge. C'est ça qu'il faut défendre aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si comme le cabinet Catellis, vous avez des questions, vous êtes libre de venir juste après, mais là, on empiète un tout petit peu sur le timing. On vous libère pour le déjeuner qui va se passer derrière, et on vous donne rendez-vous à 14h30 pour la reprise avec Cécile de Saint-Michel et Virginie Roitman. Merci beaucoup.